Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Autour du Monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de lundi, on essaie de vous présenter presque les grands efforts, mais aussi les grandes questions concernant l'Afrique et les grands efforts de l'Égypte au niveau africain. Les questions africaines prennent toujours une priorité pour nous ici en Égypte. Justement, nous allons donc vous proposer une question très cruciale qui touche la stabilité et la paix au sein de notre continent africain. Il s'agit de la question soudanaise. À rappeler qu'au fil des semaines, le conflit s'étend au Soudan où la situation humanitaire s'aggrave sous le regard impuissant de la communauté internationale. Le 13 décembre, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a alerté sur le pire niveau de faim jamais enregistré pendant la saison des récoltes. L'ONU a annoncé que 7,1 millions de personnes ont été déplacées au Soudan depuis le début du conflit entre l'armée et les paramilitaires en avril. Parmi elles, 1,5 million se sont réfugiés dans les pays voisins. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de l'Inter international Monsieur Raouf Gaafar, analyste politique et économique. Monsieur Raouf Gaafar, vous êtes toujours bienvenu sur l'Inter international. Bonjour. Bonjour, merci. En fait, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, était préoccupé par l'aggravation des déplacements forcés au Soudan et dans des pays voisins, alors que des centaines de milliers de personnes supplémentaires fuient actuellement les récents combats dans l'État d'Al-Jazira, au sud-est de la capitale Khartoum. Donc, ma question porte sur comment vous pouvez décrire cette situation qui ne cesse de s'élargir. Une question très triste. Et ce qui la rend encore plus triste, c'est que le monde ne la voit pas. Le monde est concentré sur des conflits et des guerres ailleurs, de Palestine, Ukraine, etc. Et personne ne regarde, même au Soudan. Ils se combattent depuis des mois et il y a des personnes, comme vous l'avez dit, qui se déplacent chaque jour. On a atteint un chiffre terrible, plus de 7 millions, et ça va partout au Soudan, entre la capitale, entre Ouad Madani, entre Darfour, Gezira, c'est-à-dire partout, il y a ces combats entre l'armée et les milices. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça a l'air continuer et ce sont les Soudanais, malheureusement, qui souffrent le plus et qui risquent de problèmes humanitaires terribles dans l'avenir très proche. Oui. Autre question, cette fois-ci, il s'agit de la ville de Ouad Madani, l'une des plus grandes du Soudan. Bien sûr, cette ville a été prise par les paramilitaires du FSR, les forces de soutien rapide. Ma question porte sur le fait que comment vous croyez, en ce qui concerne la prise de cette ville de Ouad Madani, et à quel point vous trouvez que ça marque un tournant dans la guerre actuelle au Soudan? On parle de la même question, c'est-à-dire armée contre des forces, voilà, des mercenaires, si je peux dire. Alors, donc, quand on parle de ville, l'armée n'est pas équipée pour des guerres de guérilla. C'est pour ça que c'est plus facile à ce genre de forces irrégulières d'attaquer des villes et d'envahir ces villes. Mais sur le long terme, probablement l'armée va reprendre la ville. Mais c'est une situation terrible. Ce sont les habitants de ces villes qui souffrent, qui doivent se déplacer. Et puis, ce genre de mercenaires, ils n'ont pas d'humanité du tout. C'est-à-dire, ils tuent. Une situation, bref, terrible. On ne peut pas la décrire.
Tout ce qu'on espère, c'est que les choses se redressent d'une manière ou d'une autre et que l'armée régulière officielle du Soudan reprend les choses en main et conquérit ce genre de forces qui ne sont pas régulières. En fait, la communauté internationale, les institutions internationales, les instances quand même internationales ont fait preuve d'impuissance totale devant ces crises. Donc ma question porte sur quelles sont les autres alternatives, comment nous pouvons traiter d'une manière efficace avec cette guerre qui s'étend de plus en plus au sein du Soudan et qui bouleverse non seulement le Soudan mais aussi les autres pays voisins du Soudan. Franchement, comme vous l'avez dit, les agences internationales sont occupées partout. Donc, ils n'ont pas même la main-d'œuvre qui peut, justement, ils n'ont pas le personnel qui peut agir ici et là et là. Le Soudan, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est un endroit qui est complètement ignoré et oublié, malheureusement. La seule chose, c'est qu'on essaie de convaincre, on a déjà fait ça une fois et deux fois, tous les forces qui se combattent de rester ensemble et d'essayer d'aboutir à une solution qui soit acceptable de côté. À mon opinion, l'armée ne va pas accepter qu'il y ait une autre mini-armée irrégulière qui règne n'importe où au Soudan. Les autres, ils veulent absolument avoir le pouvoir sur, sinon pas le Soudan complet, mais des parties du Soudan. Le seul moyen, comme je viens de dire, c'est peut-être l'intervention de la Ligue arabe, l'intervention des dirigeants des pays du voisinage qui souffrent justement de ce qui arrive là-bas, et de mettre les choses en ordre, en essayant de convaincre les deux factions de se mettre d'accord. Oui, Monsieur Raouf Gaffar, je dois vous remercier infiniment pour votre explication, votre point de vue concernant les différentes évolutions sur la scène soudanaise. Je dois vous rappeler que la ville de Ouad Medani est l'une des plus grandes villes du Soudan et a été prise par les paramilitaires de forces de soutien rapide dans leur conflit qui les oppose à l'armée soudanaise. Donc les explications tout de suite. Au fil des semaines, le conflit s'étend au Soudan où la situation humanitaire s'aggrave sous le regard impuissant de la communauté internationale. Le 13 décembre, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies alertait sur le pire niveau de faim jamais enregistré pendant la saison des récoltes. Depuis plus de 8 mois, la guerre oppose d'anciens alliés militaires, les forces de soutien rapide du général Hemeti et l'armée soudanaise aux ordres du général Al-Burhan. Le conflit a récemment atteint Ouadi Madani, l'une des plus grandes villes du pays et hub humanitaire selon l'ONU. Des organisations humanitaires avaient en effet délocalisé leurs activités dans l'État soudanais d'Al Jazeera, dont Ouad Madani est la capitale, après les violents combats qui avaient touché Khartoum dès le mois d'avril. Un demi-million de personnes avaient aussi trouvé refuge dans cette région selon les chiffres des Nations Unies. Désormais, ces réfugiés, en plus des habitants de la région, ont dû reprendre la route. Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est dit le 20 décembre très alarmé par les violations généralisées des droits humains, évoquant des dizaines de civils tués depuis le 15 décembre dans la ville, y compris le personnel médical. Il ajoute, certaines de ces attaques auraient été motivées par des considérations ethniques. Des mutilations et des pillages ont également été signalés, ainsi qu'une attaque contre un hôpital. L'Organisation internationale pour la migration a lui estimé que 300 000 personnes ont fui Ouad Madani dans la semaine.
Le 21 décembre, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a décrit la crise de déplacement la plus importante au monde, avec un nombre de déplacés désormais porté à 7,1 millions de personnes. Le conflit touche en effet des zones urbaines et implique donc des exodes massifs de populations venant de grandes villes. Dimanche 17 décembre, l'armée avait prétendu avoir repoussé l'attaque des forces de soutien rapide sur Ouad Madani. En réalité, les forces du général Hemeti ont pris le contrôle de la ville après quelques jours à peine de combat, alors que la région a longtemps été un bastion de l'armée régulière. Selon les analystes, cette prise pourrait en tout cas être décisive pour la suite du conflit, car lorsque on contrôle Ouad Madani, on contrôle le carrefour des réseaux routiers et ferroviaires de l'ensemble du pays. Les forces de soutien rapide peuvent maintenant aller dans n'importe quelle direction, notamment vers Port-Soudan qui pourrait être leur prochaine cible. La ville abrite en effet le principal port du pays sur la mer Rouge et représente donc un point stratégique pour toute la région. Vendredi 22 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit inquiet face à l'intensification de la violence au Soudan. Il a condamné fermement les attaques contre les civils et l'extension du conflit. Une quinzaine d'ambassades à Kinshasa ont appelé samedi à la retenue après les élections en RDC du Congo, qualifiées de simulacre par l'opposition qui prévoit déjà une manifestation alors que les premiers résultats commencent tout juste à tomber. Dalia Karam, les explications. Près de 44 millions d'électeurs sur environ 100 millions d'habitants de l'immense pays d'Afrique centrale étaient appelés à élire mercredi leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. Le président sortant Félix Tshisekedi abrique un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition qui avaient dénoncé dès mercredi le chaos entourant le vote. Tandis que le décompte des voix se poursuit, les ambassades de 12 pays d'Europe et celle du Canada ont appelé toutes les parties prenantes à continuer de faire preuve de retenue, ont-ils écrit dans une déclaration conjointe. Vendredi soir, sur X, celle des États-Unis avait elle aussi exhorté tous les dirigeants politiques à continuer de faire preuve de retenue et à résoudre les différends de manière pacifique. Parmi les adversaires de Félix Tshisekedi figure Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la région minière du Katanga, au sud-est du pays. Martin Fayulu, qui affirme que la victoire lui a été volée à l'élection de 2018, ou encore Denis Mukwege, prix Nobel de la paix pour son action auprès des femmes victimes de viols de guerre. Dans une lettre rendue publique samedi, 5 opposants candidats, dont messieurs Fayulu et Mukwege, informent le gouverneur de Kinshasa de leur intention d'organiser une marche mercredi prochain. Nous protesterons contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote, écrivent-ils en qualifiant le scrutin de simulacre d'élection. Parmi les missions d'observation, celle de l'Union africaine a estimé que les élections s'étaient déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. L'ONG américaine Centre Carter a, lui, pointé de graves irrégularités dans quelques bureaux de vote. Samedi, la mission Regard Citoyen a dit avoir constaté dans 21% des bureaux observés par ces équipes que l'entrée avait été refusée à certains électeurs sans base légale. À l'inverse, dans 13% des bureaux observés, des personnes sans carte et non inscrites sur la liste ont été autorisées à voter. Les autorités et la CENI affirment de leur côté que le vote n'a pas été chaotique. Si certains voient un verre à moitié vide, nous voyons un verre aux 3/4 plein, a déclaré vendredi soir Denis Kadima, président de la CENI, juste avant l'annonce de tout premier résultat. La CENI a commencé par les Congolais de la diaspora qui, pour la première fois, ont pu voter dans 5 pays tests. Au vu du nombre d'inscrits, qui représente 0,03% du total, ces résultats ne sont pas significatifs. Mais le score de quelques 80% des voix qui a réalisé Félix Tshisekedi a néanmoins été célébré dans certaines régions qui lui sont acquises. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.